dénouement de cette Coupe d'Afrique des Nations, un dénouement un tout petit peu complètement dingue et fou avec cette finale infernale remportée par le Sénégal en 8-0 devant l'équipe du Maroc, pays hôte. Donc c'était un match qui sera d'ailleurs décrypté ici avec cette très belle victoire. Joël Banois, on commence d'abord par cette équipe du Sénégal, primauté au vainqueur qui a quand même mérité son trophée après tout. Ouais, vous savez Jean-Claude, depuis le début de la compétition, le Sénégal était annoncé parmi les favoris et on savait que cette équipe du Sénégal avait déjà affiché des belles choses. On l'a vu lors des qualifications, aussi des qualifications à la Coupe du Monde. Ils ont été d'une supériorité extraordinaire et depuis leur arrivée à la CAN, ils ont été tout simplement à la hauteur des attentes. Ils ont montré beaucoup de belles choses sur le plan défensif, offensif et on a vu une équipe du Maroc qui n'a pas tremblé, peu importe l'adversaire qu'ils ont eu à rencontrer dans cette compétition. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il a emporté sans aucun doute et je suis content de voir justement les dénouements de ces matchs, pas peut-être dans le scénario, mais la façon dont il le gagne avec un Sadio Mané couronné roi d'Afrique après cette CAN. Moi, ce qui m'a plu, en fait, depuis le début, leur match face au Botswana, je crois, il remporte 3-0 et même quand il croit la République démocratique du Congo face au Soudan, on s'en souvient. Moi, ce qui m'a plu, c'est au fait la lucidité, la maîtrise. En fait, il ne panique pas. Un peu comme au Stade des Martyrs, hein, quand il renverse complètement les léopards. Ce sont des lions qui sont sereins. Il y a un but qui arrive, c'est Mané l'air dit tout simplement de se calmer. Justement. Il y a un sang-froid, c'est une maturité extraordinaire. Alors pour cette finale, que dire? C'est une dramaturgie exceptionnelle qui va complètement rester dans l'histoire du football africain. Joël Banois, on commence par quoi? Pour cette finale. Sincèrement, on va prendre le but. Hein. On commence par le but de Pape Gueye. On va voir une belle récupération de Sadio Mané, comme il est toujours dans la récupération, l'accélération. Il fait une talonnade et puis on envoie le buteur Pape Gueye qui va y aller. Achraf Hakimi n'arrive pas à faire les poids. Il va les laisser aller dans la soirée de réparation et là, il va complètement fusiller Bonou, qui est un excellent gardien mais qui n'avait pas de choix sur cette frappe. C'est ce que les Sénégalais savent faire de mieux. Premièrement, cette équipe, ils ont une capacité physique extraordinaire et là, ils l'ont montré tout au long de cette action. Tous les joueurs marocains qui ont essayé d'arrêter les joueurs sénégalais qui ont touché le ballon sur cette action n'ont pas pu parce que physiquement, les Sénégalais nous ont montré à suffisance qu'ils sont forts. Tout le monde est dépassé. La talonnade super je sais pas, c'est Sadio Mané et la Pape Gueye. Hakimi ne peut pas récupérer ce ballon, il joue des mains, il joue des pieds, il a une force extraordinaire et surtout la lucidité. On connaît la qualité technique des Pape Gueye, pied gauche, pied droit, c'est un joueur capable de t'envoyer des très belles frappes, mais là, dans ce contexte-là, avec cette pression-là, il vient des vestiaires il y a quelques minutes, il a la lucidité après une telle course, sachant qu'Hakimi est derrière toi, d'envoyer cette frappe du gauche imparable. Donc c'est un très beau but, c'est un but aussi qui symbolise en même temps cette force des Lions de la Teranga. Et Pape Gueye aujourd'hui, moi je le dis, c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été tellement régulier avec Idrissa Gana Gueye, ils ont été les chevilles ouvrières, comme on dit, de cette équipe des Papetio. Voilà, lui il a eu la lucidité. Après la prolongation, après 4 minutes après le début de la prolongation, il y en a un qui a manqué la lucidité justement. C'est Brahim Diaz. On va prendre cette Panenka complètement osée, complètement ratée de l'attaquant du Real Madrid parce qu'il avait tout simplement l'occasion de donner les titres. On va voir, il va s'oser et c'est complètement raté. Alors Joël Banois a un commentaire sur cette Panenka. C'est difficile à dire. On a entendu beaucoup de choses en disant qu'il a laissé le penalty. Non, il s'est complètement loupé par la façon dont il prend le ballon, tu vois déjà que le geste est raté et en face de lui je me dis, tu as quand même Edouard Mendy, il fait près de 2 mètres, tu ne tentes pas ta Panenka comme ça, donc il s'est complètement raté sur les gestes et je crois que la pression a pris le dessus. C'est logique parce que voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est aussi par ça que l'on reconnaît les très grands joueurs et aujourd'hui Brahim Diaz a montré peut-être là qu'il a certaines insuffisances. C'est un jeune, c'est vrai, mais c'est un joueur qui évolue dans le plus haut niveau du football mondial et là, dans un match de finale de Coupe d'Afrique des Nations, ton pays attend une CAN depuis plus de 40 ans, tu peux pas te permettre de tenter ce genre de gestes. On connaît sa qualité technique, mais là, je crois qu'il a quand même manqué d'expérience. Au-delà du fait qu'il a manqué beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise, mais il a manqué d'expérience parce que dans ce type de match, dans ce genre de pression, tu tires le penalty de manière académique. Soit tu choisis un côté, tu fais le côté droit ou côté gauche, mais tu tires ton penalty de manière académique. Mais là, il a voulu aller dans l'extra parce qu'il se dit qu'il est Brahim Diaz, c'est un joueur extraordinaire, on ne va pas le lui enlever. Mais là, sur ce coup, il s'est complètement raté. Et là, il a privé son pays d'un titre historique. Alors, ce qui est, avec la Panenka, ce qui est drôle, c'est que c'est un pari psychologique. Normalement, un joueur, tout à fait, quand il veut le faire, ou il veut faire la Panenka, il doit
regarder les gardiens pour voir si les gardiens paniquent. Sauf que là, tu es quand même devant un gardien qui ne panique pas. Et il faut avoir les sang-froid. Il avait, quand on regarde la concentration, parce que c'est lui quand même qui provoque les pénaltys, il a un sang-froid, il prend le ballon et il le met. Sauf qu'il y a quand même d'autres paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, les dosages. Quand tu veux justement toucher les ballons, il faut les toucher avec un tout petit peu de légèreté. Et il faut voir comment les gardiens bougent. Là, les gardiens, il était justement sur sa ligne, il ne bougeait pas. Il ne fallait pas justement oser. Donc, Brahim Diaz a complètement raté. Et ça, je crois... Ça ne quitte pas dans la tête d'un joueur. Oui, ça c'est dans quel état on va le retrouver, c'est ça la plus grande interrogation, parce que on connaît les conditions dans lesquelles Brahim Diaz est arrivé, c'est un binational, il est arrivé, il avait le souhait de jouer en Espagne, mais il arrive finalement au Maroc, il joue sa première Coupe d'Afrique des Nations, il la joue très bien parce qu'il finit meilleur buteur, mais sur ce genre de coup, voilà, on se pose des questions parce que il va subir la foudre des médias, la foudre des peut-être des certains coéquipiers, on ne sait pas, c'est toujours difficile à digérer, et après dans quel état on va le retrouver. C'est vrai qu'il va retrouver son club, mais c'est toujours difficile de sortir de ce genre de contexte. Est-ce qu'il aura le mental nécessaire pour revenir? Gros point d'interrogation, mais je pense que voilà, c'est une expérience pour lui. Il aura l'opportunité de jouer la Coupe du Monde, il aura l'opportunité de jouer une autre CAN certainement. Donc voilà, ça sera difficile, mais c'est peut-être par là que certaines légendes naissent et à lui de pouvoir surmonter ça. Alors pourquoi cette finale va rester dans l'histoire du football africain? C'est justement la dramaturgie, parce qu'il y a l'action qui va conduire donc à ces pénaltys qui fera en sorte que les matchs soient arrêtés. On s'est arrêté plus de 20 minutes avec les joueurs sénégalais, pour la plupart qui ont même regagné. Et donc le vestiaire, les coachs, lui-même, Pape Thiaw les a demandé de ne plus jouer, sauf un certain Sadio Mané. On va voir sur cette action, revenir sur la décision de l'arbitre international congolais Jean-Jacques Ndala, qui a donc accordé le pénalty qui a conduit à ces drames de Brahim Diaz. On va prendre l'autre. Voilà, c'est sur cette action. Il y a un corner. Et Brahim Diaz va être justement poussé sur la pelouse. L'arbitre Jean-Jacques Ndala va aller consulter la VAR. Il va prendre la décision d'accorder le pénalty, ce qui a conduit à une décision complètement folle. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Jean-Jacques Ndala a été lucide dans son arbitrage lors de cette finale? Bon, déjà, premièrement, félicitations à lui, parce que moi, ce que je remarque du haut de cette pression, du haut de cet enjeu extraordinaire, Jean-Jacques Ndala a gardé un sang-froid extraordinaire. Tous les cartons jaunes qu'il a distillés, c'était avec raison. Il n'a pas donné des cartons vaille que vaille. Il a été lucide dans sa façon de gérer le match. Il a été vraiment dans sa peau. Mais sur la décision, sur le penalty qu'il a accordé à l'équipe marocaine, il y a faute, il y a contact dans la surface de réparation. Un contact irrégulier. Jamais de la vie, tu mets ta main par-dessus l'épaule de ton adversaire. Ça déséquilibre l'adversaire au moment où il attendait le ballon. Donc le penalty, il est tout à fait logique de la part de l'arbitre Jean-Jacques Ndala. Et la cause justement de ce refus de tous ces désordres-là, c'est la protestation des amis sénégalais qui se disent qu'il y avait un préalable lors de l'action où ils mettent ces buts qui est annulé avec la faute commise sur Achraf Hakimi. Sur cette faute-là, moi je pense c'est discutable parce que Achraf Hakimi, à mon avis, a été touché dans la surface de réparation alors qu'il s'apprêtait à défendre. Il a aussi joué par expérience parce qu'on ne touche pas un joueur dans la surface de réparation alors qu'il s'apprête à défendre. Donc là, il n'y a pas, pour moi, beaucoup de choses à redire. Il y avait faute parce que Jean-Jacques Ndala l'a vu tout de suite. Donc pour moi, il a pris les bonnes décisions. Mais seulement l'interprétation, c'est ce qui pose problème parce que le contexte en soi a fait en sorte que l'arbitre soit mal jugé. Beaucoup de gens pensent que c'est les joueurs marocains qui ont poussé l'arbitre à regarder le VAR alors qu'un joueur de football ne va jamais demander à l'arbitre d'aller voir le VAR. Le VAR appelle l'arbitre lorsqu'il constate qu'il y a erreur manifeste de la part de l'arbitre. Et sur les deux occasions, moi sincèrement, je n'ai pas vu d'erreur manifeste de la part de Jean-Jacques Ndala. Le penalty il est logique. Le but annulé du Sénégal était également logique parce qu'il y avait des contacts dans la surface. Moi, ce qui m'a plu avec cet homme, c'est, en fait, vous avez parlé du sang-froid, en fait, c'est son calme. Vous savez, c'était une finale la plus regardée déjà dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et une finale qui a été précédée par des fake news, par des théories complotistes, les gens sur les réseaux sociaux qui disaient non, tout a été fait pour que les Maroc puissent gagner. On avait distillé déjà des théories au Sénégalais. On a suivi la conférence de presse d'avant-match de Pape Thiaw, les sélectionneurs sénégalais, qui tendaient vers ça. Et donc, il y avait beaucoup de théories qui entouraient ces matchs-là. Et quand tu arrives à 2 minutes de la fin, de ton temps additionnel, il y a cette action-là. Normalement, un autre arbitre pourrait fermer les yeux, être plus psychologue et autres, mais lui, il a laissé justement la passion de côté, l'émotion de côté, il a
il a fait parler les textes et en accordant donc ce penalty. Pour moi, j'ai été très content de voir qu'un homme puisse vraiment faire fi à ses émotions, à cette passion et pour une fois privilégier les textes et c'était un penalty largement valable pour le Maroc. Maintenant, pourquoi Diaz les rate? Moi, je pense aussi les temps d'arrêt, ça ne peut pas aussi s'expliquer techniquement puisque ou athlétiquement parlant, un joueur qui a fait 20 minutes sans courir, il arrive, la pression et ces pénaltys-là, ça peut se justifier. Ouais, justement, au-delà d'abord de la pression, vous avez raison de parler du fait que les joueurs sont restés froids. Il pleuvait. Ouais, tout à fait. Il y a un froid terrible, les joueurs sont sous pression, ils ne savent pas ce qui va se passer. Tous, ils se disaient, il y aura penalty ou pas, est-ce que les Sénégalais reviendront jouer le penalty? C'était un flou assez extraordinaire et pour n'importe quel joueur, cette pression, elle est extraordinaire. Donc c'est difficile pour un joueur d'évoluer dans ce contexte-là. Et Brahim Diaz, voilà, on peut se dire que voilà, physiquement, c'est difficile. Même le préparateur physique, je suis persuadé qu'en ce moment, il ne pensait pas à l'état physique des Sénégalais. Il se disait, on doit tirer le penalty, on doit gagner. Et d'autant plus, c'est la dernière action du match. Il met ses penalties, le match est fini, le Maroc est champion d'Afrique. Donc là, c'était un enjeu assez important. Donc on peut justifier ça de diverses manières, mais c'est difficile pour n'importe quel joueur parce que même si vous mettez Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, on leur a vu rater des pénaltys importants. Donc ce n'est peut-être pas forcément facile ça ne devait pas être forcément facile pour Brahim Diaz. C'est la pression, c'est l'enjeu, c'est ce qui fait ça. Mais pour l'arrêt de ce match-là, vous avez raison de parler de cette théorie du complot parce que le Sénégal était déjà averti. Oui, le Maroc a quand même bénéficié de certaines situations arbitraires qui étaient en leur faveur. Moi, je me rappelle du penalty qui n'a pas été accordé à la Tanzanie, par exemple, lors du 8e de finale. Mais cela ne fait pas en sorte que ce match-là, l'arbitre soit mauvais ou que l'arbitre prenne les mauvaises décisions. Jean-Jacques Nala, toutes les décisions qu'il a prises étaient logiques, mais seulement, comme vous l'avez dit, Jean-Claude, la psychose installée bien avant a fait en sorte que tout cela ressurgisse tout d'un coup, alors qu'il y avait une décision arbitrale. Donc, ils étaient, à un moment donné, préparé à ça. Il savait qu'à partir du moment où l'arbitre va prendre une décision en faveur du Maroc, qu'elle soit vraie ou fausse, les Sénégalais avaient déjà en tête cette rage en eux qui est totalement ressortir. Sortir du terrain, beaucoup critiquent ce geste-là. Pour moi, c'était quand même extrême. On peut réclamer, on peut faire tout ce qu'on veut, mais appeler les joueurs à sortir du terrain, ça c'est quand même une décision extrême et je loue quand même l'intelligence et la lucidité de Sadio Mané. Sadio Mané a prouvé qu'il est un bien meilleur sportif que son entraîneur, que les staffs techniques et que tous ses coéquipiers. Donc il a été lucide, il a pris la meilleure des décisions, celle de rester sur terrain, celle de consulter également les experts qui étaient tout autour de la pelouse. Il a parlé à l'ancien El Hadji Diouf, il a parlé à l'ancien sélectionneur de RDC Claude Leroy. Il a compris la situation et il a dit si nous devons perdre, nous allons perdre avec honneur. Et ça dénote un très grand joueur, un joueur de cœur, un joueur d'un fair play extraordinaire. Et ça fait en sorte que Sadio Mané mérite amplement non seulement les titres, mais aussi cette récompense individuelle qu'il a accompagnée. Surtout pour Paptio, en fait, un entraîneur lambda qui demande à ce joueur de quitter, oui, mais que ce soit un ancien joueur, en fait. Un joueur ne quitte pas, justement, les terrains. Ça, on le sait, même nous, les analystes, on essaie de faire les analyses, mais on dit aux joueurs, on ne quitte pas, justement. Si tout le monde quittait, l'arbitre, déjà, c'était plus de 20 minutes. Il était dans le droit, peut-être, de siffler la fin, mais il a compris aussi psychologiquement qu'il fallait finir cette finale-là. Alors, il y a Sadio Mané qui est donc meilleur joueur de cette compétition avec 2 buts, mais 3 passes décisives. Mais il a été très important dans le jeu. Vous avez Bonou, meilleur gardien. Et donc, Brahim Diaz qui est meilleur buteur. Il y a quand même une déception, vous vouliez les noter, c'est Mohamed Salah qui a conduit son pays en demi-finale, mais qui, au fini, c'est la 4e place. Ouais, justement, parce que Mohamed Salah, on s'attendait quand même à une CAN assez glorieuse de sa part. Oui, il a buté sur une très belle équipe du Sénégal qui a quand même été supérieure. Je l'ai dit au début, c'est la meilleure équipe de la CAN. Mais quand je regarde le match qu'ils font contre le Nigeria, c'est insultant pour son talent. C'est-à-dire qu'un joueur comme Salah ne peut pas faire un match comme ça. Et d'autant plus qu'il parte dans la séance des tirs au but. Et c'est le premier qui rate. Donc aujourd'hui, on a un joueur qui, par sa carrière en club, a prouvé suffisamment que c'est un talent extraordinaire. Et moi, je le mets parmi les 3-4 meilleurs joueurs de l'histoire du continent africain. Mais seulement Mohamed Salah avec son équipe nationale, c'est vrai que c'est 2 finales perdues, mais c'est quand même un joueur qui a été totalement limité par sa façon de diriger cette équipe, d'emmener cette équipe vers les sommets. Il a raté la finale 2017, il rate une autre finale 2021 avec justement face à Sadio Mané. Donc c'est un Mohamed Salah qui peut-être finit mal
On ne sait pas ce qui va se passer lors de la Coupe du Monde, mais on n'attend pas forcément l'Égypte dans cette compétition. Donc c'est un joueur qui peut-être a disputé sa dernière CAN au haut niveau, mais qui la termine mal. Au vu de son talent, c'est une grosse décision. Bon, moi, je ne fais pas son avocat, mais moi, je crois aujourd'hui, il va falloir quand même qu'on dise les choses clairement. La petite finale ne sert à rien. Ouais, justement, au-delà quand des équipes viennent de perdre justement en demi-finale, je crois, des jours d'écart, ça ne suffit pas pour permettre à ce qu'un athlète puisse se remotiver, ou même qu'un sélectionneur les fasse. On a vu en Côte d'Ivoire, des Sabres avaient même tourné son effectif, et même face à Eric Schell, lui aussi a fait la même chose, puisqu'il ne commence pas avec Lookman, Victor Osimhen ne joue même pas. Donc on sent que c'est quand même un trophée pas même des médailles qui ne valent presque rien. Pourquoi ne pas carrément les annuler pour laisser juste la finale, puisqu'avant même la petite finale, tout le monde parle de la finale. Ouais. Donc c'était un match qui est passé complètement en mode avion, en silencieux. Voilà, c'est la fin donc de ce décryptage avec la promesse de revenir pour cette fois avoir une vision plus globale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci à vous, Joël Banner. Merci Jean-Claude et merci également aussi à Marc. Allez, Marc, à vous la parole.